Prétendues menaces verbales et physiques des membres de la communauté Banyamulenge à l'enrôlement, la CENI rassure par son président qu'aucune forme de stigmatisation ou de discrimination ne sera tolérée. Des armes lourdes et des bombes artisanales ont été récupérées par les FARDC qui ont également neutralisé plusieurs ADF lors d'une opération menée dans la vallée de Moualika, précisément à Béni. Situation mouvementée au Nigeria suite au déroulement des élections présidentielles, législatives et sénatoriales depuis samedi dernier. L'opposition conteste les résultats partiels publiés. Le journal sur Télé 50, c'est l'heure. Merci de nous y rejoindre. Avant d'entamer mercredi 1er mars sa tournée sur le continent africain qui le conduira au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a présenté ce lundi 27 février les nouvelles orientations de sa politique africaine. Dans son discours, le président français a noté la répression que subit la partie est de la RDC, même s'il n'a pas pointé du doigt le Rwanda. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Et je l'annonçais dans le sommaire, 8 ADF ont été neutralisés, 9 autres capturés lors d'intenses combats ce lundi 27 février entre rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la vallée de Moualika, plus précisément à Béni. Lors de cette opération, les armes lourdes et des bombes artisanales ont été récupérées par les FARDC. Justice, près de 70 détenus sont morts de malnutrition, étouffement ou encore par manque de soins depuis le 1er janvier à Makala, la grande prison de la capitale congolaise, selon la fondation BCP qui a recensé 35 décès uniquement pour le mois de février. Plus de 66 détenus sont morts depuis le 1er janvier 2023 à Makala, la grande prison de la capitale congolaise Kinshasa, à cause de leurs conditions de détention, selon la fondation BCP, une organisation locale des défenses de droits de l'homme en République démocratique du Congo, qui affirme que ces personnes ont trouvé la mort par malnutrition, par étouffement ou encore par manque de soins. Dimanche dernier, 2 autres prisonniers sont morts à la prison de Makala, faisant passer le bilan à 35 décès uniquement pour le mois de février. La situation est grave, alertent plusieurs activistes de droits de l'homme qui en appellent à des solutions urgentes. D'après la BCP qui a effectué une descente sur le lieu, le repas offert aux détenus sont non seulement insuffisants, mais aussi de mauvaise qualité. Construite à l'époque coloniale pour une capacité de 1500 personnes, ce centre pénitentiaire compte actuellement 10 770 détenus, dont 7 780 en détention. Depuis le début de l'année 2023, les autorités
judiciaires ont accordé la libération conditionnelle à 635 détenus afin de désengorger la prison centrale de Makala. Les organisations de droits de l'homme encouragent le gouvernement de la République à faire plus car la vie humaine est en danger. La situation est pire, les autorités du pays ont tout intérêt à faire diligence pour normaliser les choses au sein de la prison centrale de Makala. Toujours dans la capitale, l'opération coup de poing lancée par l'hôtel de ville se poursuit sur plusieurs sites, même si les victimes dénoncent la procédure. Elles demandent une indemnisation pour les dommages subis. C'est le cas d'ailleurs de plusieurs familles dans la commune de Bondal-Molar qui sollicitent l'implication du chef de l'État. Plusieurs maisons construites le long du boulevard du 24 novembre au niveau de Molar jusqu'à la prison centrale de Makala ont été détruites dans le cadre de l'opération coup de poing lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Certaines victimes qui nous ont contactés disent détenir des documents dûment signés par les autorités compétentes, mais curieusement, leurs bâtisses ont été détruites. J'ai dû implorer leur miséricorde pour qu'ils puissent me donner même une mesure de grâce parce qu'à mon bâtiment, il y avait un hôpital et il y avait les malades dedans. J'ai imploré leur miséricorde, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont dit casser l'immeuble en question et les malades ils se sont retrouvés nulle part. Et maintenant, on a volé des histoires, on a perdu des histoires. C'est pour cela que nous sommes là pour réclamer notre droit. Oui, j'ai mon certificat d'arrêt gelé avec moi ici. Je crois que le certificat est incontestable. C'est l'État qui nous donne le droit de propriété. Pour ces victimes, leur cas ne concerne pas l'opération coup de poing. Elles se demandent pourquoi l'hôtel de ville a détruit leur maison construite sur les sites à exproprier. Nous, notre cas ne concerne pas cette opération-là de coup de poing. Vous voyez, nous, c'est une zone à exproprier. Ça a été déclaré depuis 2012. C'est une zone à exproprier. Nous ne sommes pas dans la construction anarchique. Vous comprenez? Donc, en 2012, M. André Kimbout était passé. Il disait quoi? Il nous a dit qu'ils auront besoin de 6 mètres. Vous comprenez? 6 mètres et il faut nous indemniser. Jusque-là, on attendait l'indemnisation, on attendait les gens de l'hôtel de ville pour qu'ils reviennent. On n'a vu personne. Une zone de construction anarchique, non. Il y a des documents. Tout le monde a ces documents. Donc, toutes les parcelles ont les documents. Il y a des documents qui datent des 1963, des 67, des 88. Donc, tout le monde a ses droits, sa droit de propriété. C'est depuis le début de l'année que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé l'opération coup de poing dans le seul but d'assainir la ville de Kinshasa. Ces démolitions concernent les constructions anarchiques sur des collecteurs, des caniveaux et sur certains sites ne respectant pas les règles urbanistiques. Denis Kadima a échangé ce lundi dans son cabinet de travail avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizarro sur la politique de la CENI qui ne prône aucune forme de stigmatisation ou de discrimination. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, s'est entretenu avec Alexis Guizarro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Reçu en qualité des notables du Sud Kivu sur les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. L'hôte du président de la CENI est venu s'informer des dispositions prises par la centrale électorale dans le cadre de l'opération qui tout souhaite apaiser et inclusif dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Après échange, le ministre des ITP a reçu les assurances du président de la CENI. Comme vous le savez, après l'Ouest, aujourd'hui, les opérations d'enrôlement se déroulent à l'Est et j'avais souhaité échanger avec le président sur le déroulement justement de ces opérations. D'autant plus que vous savez qu'en période électorale, il y a souvent des tensions qui arrivent, des tensions politiques, des tensions communautaires. Disons, ce processus électoral est aussi marqué par la guerre à l'Est. Ce qui fait que, au-delà des tensions qui sont généralement remarquées en temps d'élection, il y a cette guerre qui est là. Et souvent, il apparaît aussi des cas où certains compatriotes peuvent être mis à mal. Après cet échange, le ministre des ITP a invité tous les Congolais, et quelle que soit son origine, à aller se faire enrôler parce que les élections sont les seuls moyens qui permettra aux Congolais de choisir qui les dirigeront.
Toujours au sujet de la centrale électorale, le droit à la sécurité sociale du personnel administratif de la CENI était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le président de la CENI Denis Kadima Kazadi. Ce dernier a déclaré avoir reçu des assurances du patron de la fonction publique quant à ce dossier. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sur la faisabilité de la prise en compte du personnel administratif de la centrale électorale au même titre que les fonctionnaires, des avantages sociaux et relatifs, notamment faire valoir ses droits à la retraite à la fin de leur carrière. J'ai pensé venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique pour ce faire, mettre en place justement une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI, arriver quand même à lui définir un cadre beaucoup plus sûr. Il s'agit de la sécurisation de ce personnel-là administratif de la CENI. Et j'ai vu que le travail que le vice-premier ministre a abattu, et je me suis dit que il fallait avoir cet échange pour voir comment ce travail peut aussi bénéficier au personnel administratif de la CENI. Il est nécessaire qu'on mette en place une commission mixte composée du personnel du ministère ainsi que celui de la CENI. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui de la réceptivité dont a fait preuve le membre du gouvernement, donnant des assurances pour l'aboutissement de cette démarche salutaire pour le personnel permanent de la CENI qui a toujours exprimé des vives inquiétudes au moment de la cessation des activités professionnelles. Avant de jeter la lumière au sujet de l'opération d'enrôlement des électeurs sur une question des cas des personnes qui se sont inscrites plusieurs fois pour faire. Et en offre Sud Kivu, le ministre provincial de la Santé, Massine Kineo, annonce une nouvelle campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 dans la province. Cette troisième campagne aura lieu du 6 au 12 mars prochain. Dans un communiqué rendu public ce lundi, il indique que cette nouvelle campagne fait suite au rebondissement des cas de Covid-19 dans le monde et particulièrement dans les pays asiatiques fréquentés par un grand nombre des Congolais. Lutte contre la discrimination, c'est le défi majeur des braves femmes. Pour s'y faire, il s'est tenu une rencontre à Lubumbashi entre la Fondation Calixte Mounana avec le premier maire noir de l'histoire de la Belgique, Pierre Compagnie. Celui-ci a été bien accueilli par cette fondation et se dit satisfait de fouler le sol de ses ancêtres. Images et commentaires. Non aux discriminations sur toutes leurs formes. Les femmes sont montées au créneau au cours de leur rencontre avec le premier maire noir de l'histoire de la Belgique, Pierre Compagnie, qui est en même temps le père biologique du célèbre footballeur international belge Vincent Compagnie, qui a évolué en Anderlecht et aujourd'hui converti en entraîneur. Son père, un homme politique belge, n'a pas oublié ses racines en République démocratique du Congo, qu'il retrouve plus de 50 ans après. L'émotion était visible lorsque ses pieds ont foulé les sols de ses ancêtres par l'aéroport international de Lubumbashi. Ses contemporains lui ont réservé un accueil chaleureux en disant « Papa Pierre Compagnie, bienvenue chez nous, chez vous ». Vincent Compagnie figure donc parmi les invités des marques de la députée provinciale et présidente de la fondation Calixte Mounana, qui sera honorée ce mardi pour ses 35 ans d'existence par l'université de Lubumbashi à travers l'octroi d'un diplôme de mérite spécial pour son engagement et assiduité dans les œuvres sociales en faveur de personnes vulnérables, conformément au programme Interface Université et Société engagé par l'Union. Sincèrement, je souhaite à vous tous beaucoup de courage parce que vous avez affaire à un pays qui est envié du monde entier. Au Nigeria, la situation reste mouvementée suite au déroulement des élections présidentielles, législatives et sénatoriales depuis samedi dernier. La population clame les résultats tant attendus jusqu'à ce jour et se demande si la commission électorale a échoué à organiser le scrutin. Au Nigeria, où toutes les élections précédentes ont été marquées par deux accusations de fraude, la jeunesse du pays le plus peuplé d'Afrique s'est muée depuis le samedi 25 février dernier en défenseur de la démocratie. Ces élections se sont déroulées dans les calmes, même si quelques problèmes ont été signalés, entre autres le retard quasi systématique de l'ouverture de bureaux de vote, manque de formation des agents électoraux et une attente trop longue pour le résultat. Entre-temps, les différentes missions d'observation
d'observation nationaux et internationaux ont présenté leur compte-rendu hier à Abuja. Joyce Banda a tenu de propos critiques à l'égard de la commission électorale qui n'a pas bien organisé la tenue du scrutin du week-end passé. Pour rappel, plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés à choisir parmi les 18 candidats l'homme qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de diriger le Nigeria après les 2 mandats de Muhammadu Buhari, nation la plus peuplée d'Afrique avec 216 millions d'habitants. Elle est actuellement plongée par une économie en berne, les violences récurrentes des groupes armés et de bandits ainsi qu'un appauvrissement généralisé de la population. La course est serrée entre 3 des principaux candidats de l'élection présidentielle nigériane. Le président de l'INEC a promis que la journée de ce mardi devrait se conclure avec l'annonce du 5e président de la 5e République du Nigeria. Au Canada, le gouvernement a annoncé lundi 27 février qu'il allait bannir l'application TikTok des appareils mobiles qu'il fournit à son personnel à compter de ce mardi, évoquant un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone, l'ultra populaire plateforme des vidéos courtes et virales, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance. Cette interdiction au Canada survient quelques jours après une décision similaire de la Commission européenne qui a interdit TikTok à son personnel pour protéger l'institution. Et en sport, après la non-homologation du stade de la Pentecôte par la CAF, la Fédération internationale de football association a dépêché son émissaire à Kinshasa pour évaluer la qualité de la pelouse du stade des Martyrs dont le certificat a expiré au mois de septembre dernier. Cette visite d'inspection qui a eu lieu hier a duré 6 heures et l'expert FIFA devra transmettre toutes les informations à l'instance internationale pour renouveler la licence du certificat de cette pelouse. Le stade de Martyrs de la Pentecôte devra revêtir d'une nouvelle robe dans le prochain mois. Les travaux de réhabilitation des locaux avancent bon train. Pendant ce temps, la FIFA a envoyé son émissaire à Kinshasa pour évaluer la pelouse dont le certificat a expiré au mois de septembre dernier. Donc là, aujourd'hui, on va faire la certification du gazon. Donc c'est le certificat pour la FIFA. Parce que toute pelouse de la CAF, tout stade de la CAF doit être certifié FIFA Quality Pro. Donc là, on revient un an. On était venu, c'était en mars l'année dernière, et on revient un an après pour refaire le test. Au cours de cette séance de travail, Anthony Apareili, l'inspecteur FIFA, a eu une attention particulière sur les zones les plus utilisées dans le rang central. Dans quel état se trouve le gazon du stade de Martyrs? Pour l'instant, le gazon est en bon état. On a demandé à faire de la maintenance, mais ça c'est normal, c'est le processus normal. Donc ils ont remis du granulat, ils ont rebrossé, ils ont réparé un petit peu, ils ont re-rempli et maintenant on va faire les tests. Après les tests, si les tests sont concluants, il y aura un certificat FIFA. Ensuite, nous on envoie ça à la CAF et la CAF fait l'inspection des locaux, c'est-à-dire du stade, et si la CAF est satisfaite avec le stade et le certificat du terrain, dans ce cas, le stade sera accrédité. Le gouvernement congolais, par le truchement du ministère des Sports et Loisirs, travaille d'arrache-pied pour que le stade omnisport de Martyrs soit prêt le plus tôt possible pour accueillir les matchs internationaux. Dans l'actualité sportive toujours, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la... Place au rappel des principaux titres. Prétendue menace verbale et physique des membres de la communauté Banyamulenge à l'enrôlement, la CENI rassure par son président qu'aucune forme de stigmatisation ou de discrimination ne sera tolérée. Des armes lourdes et des bombes artisanales ont été récupérées par les FARDC qui ont également neutralisé plusieurs ADF lors d'une opération menée dans la vallée de Moalika, plus précisément à Beni. Situation mouvementée au Nigeria suite au déroulement des élections présidentielles, législatives et sénatoriales depuis samedi dernier. L'opposition conteste les résultats partiels publiés. Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient dans un instant.
dans une sélection de Héritier Tambois qui nous rejoint déjà. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina. À la une des journaux, Félix Tshisekedi redoute un processus électoral hypothétique suite à la guerre dans l'Est. Oui, Aminan, à ce titre, le média Forum des Astres renseigne que Félix Tshisekedi craint que la guerre dans l'Est de la RDC puisse hypothéquer les processus électoraux en cours. Le chef de l'État est intervenu hier à la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Il a saisi l'occasion pour interpeller la communauté internationale. Pour lui, cette dernière doit s'impliquer activement auprès de la RDC. Félix Tshisekedi a affirmé qu'il n'y a plus aujourd'hui en République démocratique du Congo des Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre, va-t-il nuancer, avec des politiciens poursuivis pour infraction des droits communs. Eh bien, Aminon, le président Tshisekedi a déclaré que la RDC a été plongée dans une insécurité et instabilité chronique qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussi de son développement. Et bien, à cette même occasion à Genève, Radio Okapi aborde un autre angle en titrant, vous le voyez avec moi, il n'y a plus aujourd'hui des Congolais arrêtés ou détenus pour leurs opinions publiques, affirme Félix Tshisekedi. Celui-ci a noté lors de cette rencontre, Amina, les avancées de son pays sur la situation des droits de l'homme. Il a affirmé en outre avoir pris plusieurs mesures pour promouvoir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Parmi les actions réalisées ces 4 dernières années en RDC, Félix Tshisekedi cite notamment la fermeture de prisons clandestines, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et enfin la libération des espaces de manifestation publique. Et dans le monde, Emmanuel Macron veut une nouvelle stratégie française pour l'Afrique. Absolument, Amina Bayombo, le président français Emmanuel Macron propose un partenariat renouvelé dans une volonté de contrer les puissances militaires ou économiques de Moscou et Pékin. En tout cas, c'est ce que renseigne la presse RTS Info, plus de 5 ans après son fameux discours à Ouagadougou au Burkina Faso où il avait proclamé la fin de la France-Afrique héritée des temps coloniaux. Le président français a demandé de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur les continents. Nous avons un destin lié au continent africain, a déclaré Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il avait réuni à l'Élysée la presse et la délégation qui l'accompagnera à partir de mercredi prochain dans une tournée africaine, notamment au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Eh bien, abordant de son côté, African News, je voulais dire, souligne qu'Emmanuel Macron a prôné aussi la responsabilité de l'action de la France en Afrique, refusant la compétition stratégique imposée, selon lui, par ceux qui s'y installent avec leurs armées, leurs mercenaires. Il a également, Amina, annoncé une loi pour encadrer les nouvelles restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique. Son discours, je rappelle, intervient aussi après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Sur le plan militaire éminent, le président français Emmanuel Macron a fait état d'une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique et un nouveau modèle de partenariat impliquant une montée en puissance des Africains. Voilà tout, Amina. Merci beaucoup, Héritier, pour cette revue de presse. Je vous en prie. Ce journal est complètement terminé. Le prochain, c'est dans moins d'1 heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste à continuer.